canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, on n'a pas encore terminé de remonter le fleuve de la filmographie du cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo. Le 20e film aujourd'hui, la 20e émission, Le jour d'après. C'est un film donc assez particulier qui est sorti, qui a été fait en 2017 et je crois qu'il est sorti en France aussi la même année, je crois au mois de juin, quelque chose comme ça. Il avait fait le Festival de Cannes au mois de mai. Et pour en parler, Chloé Cavillier, qui était déjà venue il y a un certain temps pour nous parler d'un cinéaste très important qui s'appelle Jonas Trueba. D'ailleurs, je rêve d'un jour d'une conversation entre Jonas Trueba et Hong Sang-soo. Je pense qu'il y a des choses, ce serait, Ouais, c'est ce serait magnifique. On est bien d'accord. Chloé Cavillier, je rappelle, critique de cinéma pour Bref, mais aussi programmatrice indépendante pour la fondation Jérôme Sédou-Pathé. Voilà, et en tout cas, elle est acceptée de venir pour nous parler de ce film qui, si je me rappelle bien, je crois que vous l'aviez choisi, ce film, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, déjà, première question, vous êtes chez Microciné, je demande toujours comment vont mes invités, comment allez-vous? Mais très bien, très très bien. Bon, deuxième question. Eh ben oui, c'est ça, c'est magnifique, il fait beau. Deuxième question et troisième qui arrive dans la foulée. La deuxième, moi j'aimerais bien connaître un petit peu, par curiosité, que représente d'abord ce cinéaste. Toujours très curieux de savoir avec quel film ça a commencé. Et puis ensuite, pourquoi le jour d'après? Pourquoi vous avez choisi le jour d'après? Ce cinéaste, donc ça a débuté pour moi avec Un jour avec, un jour sans. Ensuite, j'ai tout lu depuis ce film. Et puis, finalement, c'est assez, on va dire, c'est un peu sa filmographie. Bon, ça commence à être lointain maintenant, mais c'est déjà un peu plus, c'est pas le tout début, quoi. Donc, j'ai remonté ensuite un peu le courant et pourquoi ce film-là en particulier? Ben, c'est un film du coup que j'avais vu il y a très longtemps et m'en était resté des espèces de ouais comme ça d'images, de situations et j'ignorais vraiment pour quelle raison il m'avait pas marqué particulièrement. J'avais simplement assez envie de le revoir en vérité. Voilà. Et je pense que comme j'ai commencé un peu par cet endroit-là de sa filmographie, ça faisait aussi sens pour moi voilà, de parler de ces années-là plutôt. Est-ce que dans le cinéma de Hong Sang-soo, est-ce que l'idée que c'est l'idée de voir un cinéaste qui puise beaucoup sur son réel, sur sa propre vie, mais qui puisse sur sa propre vie, sans attendre que les choses se soient passées, que les choses soient faites, qu'il y ait deuil. Il peut, par exemple, il peut lui arriver quelque chose et 2 mois, un mois plus tard, il va en faire un film. Donc, alors que généralement, quand un cinéaste ou une cinéaste parle de quelque chose qui lui est proche, personnel, il y a un Oui. certain temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose à la longue qui continue de vous sensibiliser ou qui parfois peut-être vous rebute? Enfin, le mot est fort, rebuter. Qui Alors, parfois vous oui, déstabilise, on va dire. non, je pense que c'est le cas pour certaines personnes. J'en connais, ouais, qui sont qui ont une forme de lassitude, voilà, qui sont gagnées par une forme de lassitude, oui, ce que je peux comprendre sans moi le partager pour le moment. Et j'espère que voilà, ça viendra pas de sitôt parce que c'est des films que je prends vraiment, mais toujours énormément de plaisir à voir. Euh, non, effectivement, c'est un rythme particulier, mais c'est aussi des méthodes, voilà, de réalisation, de production qui sont particulières. Et tout ça forme un tout, quoi. Tout ça va ensemble. Et puis bon, chez Aung San Suu, c'est tellement au cœur de son cinéma, l'idée de la répétition et l'idée des petites variations. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi, en fait. C'est comment ça varie à un niveau, vraiment à un niveau très détaillé. Alors qu'on peut toujours effectivement de loin avoir l'impression de voir un petit peu le même film. Moi, c'est ça que je trouve le plus passionnant, quoi. D'être toujours dans l'attention aux détails, et c'est ça qui m'intéresse le plus.
Alors, le même film, ça, on va bien rigoler pour ce soir parce que, enfin, on enregistre en soirée, mais là, ce film-là, il est vraiment, vraiment très atypique. J'adore lire le synopsis que je trouve sur Wikipédia et ensuite le déconstruire avec mon invité. Donc, je prends quelques secondes et je lis ce synopsis. Alors, Arum, qui est joué par Kim Min-hee, est embauché pour travailler dans la maison d'édition de Bongwan. Son patron est soupçonné par sa femme d'être infidèle et d'avoir des liaisons. Ça, c'est une séquence qui est juste au début du film. Et donc, Mhm. lui, Bongwan, ne cesse de penser à la femme que remplace Arum, sa maîtresse qui a démissionné. Et je vais arrêter là. Je, je vais arrêter là parce que je l'ai revu dans la journée pour préparer cette. Enfin, je l'ai revu pour cette émission. Et il y a une chose, si je devais commencer par une chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment intrigué, c'est un peu Mhm. compliqué à expliquer, c'est que on est en face d'un film, d'une narration qu'on a déjà vue des millions et des millions de fois, c'est-à-dire un homme trompe sa femme, pour le coup, sa femme soupçonne de l'infidélité de son mari, puis à ce moment-là, il y a la maîtresse qui est là, et, et, euh, et donc ça, c'est ce qu'on voit plus ou moins dans le film. Mais ça va encore plus loin, c'est que il y a même pratiquement comment dire, le même schéma narratif qu'on peut voir ailleurs. Et j'ai été extrêmement intrigué de voir ça chez Hong Sang-soo, qui est quand même un cinéaste qui est toujours dans la marge, qui fait jamais comme tout le monde. Et ça m'a un peu surpris, ça, je vous avouerai. Et alors, avant qu'on développe ça, déjà, par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose effectivement, qui peut-être vous a surpris ou pas du tout? Et si c'est le cas, pour quelle raison? Non, je crois pas que ça m'ait surpris tellement. Après, sa manière à lui de le traiter lui est personnelle et lui est particulière. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, à partir de ce matériau assez, oui, peut-être même un petit peu galvaudé et assez connu, il arrive à imprimer son empreinte, quoi, dans la manière particulière qu'il a de le traiter. Donc là, vous parlez du synopsis Wikipédia. Déjà, il donne l'idée que tout est très, que c'est une suite un peu logique et continue, ce que le film n'est pas du tout. Voilà, comme souvent, on s'en fout, il brouille les pistes, quoi, à commencer par celle du temps. Voilà, c'est dans le film, on s'y perd, comme dans beaucoup de ses films, hein, mais celui-là fait pas exception. On s'y perd. Je sais pas si je peut-être que j'entre déjà un peu dans le vif du sujet, mais il y a peut-être quelque chose qui est exemplaire un petit peu dans le film de ce floutage, de ce brouillage. Ça intervient un petit peu après le début. En fait, c'est une série comme ça de séquences nocturnes où en fait on ne sait plus très bien en fait à quel moment de la journée on est. Est-ce qu'on est le matin? Est-ce Mmh. qu'on est très tard le soir? C'est une série de plans comme ça. On voit donc Gongwan, le personnage principal. On le voit fumer, on le voit courir, on le voit entrer et sortir du champ par des bords opposés, comme ça, comme dans une sorte de valse, de ballet incessant qui ne fait que créer de la confusion. Et il y a cette suite de séries comme ça qui nous perd complètement au niveau du temps et ça se répète comme ça à d'autres endroits dans le film. Mais ça, je dirais que peut-être déjà dans le traitement, dans l'approche, il y a quand même cette marque qui est particulière et qui permet de s'élever peut-être un petit peu au-delà d'un sujet qui serait trop connu au général. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez beau dans l'enchaînement de ces séquences que vous évoquez euh, Ouais. dans la première partie du film, c'est que en fait, il y a une espèce de cohabitation entre oui, le passé, le flashback, enfin différents flashbacks, mais et en même temps, on oublie que ça s'appelle flashback. C'est très très bizarre cette situation-là parce que il y a vraiment une cohabitation. Soit on voit l'éditeur et sa nouvelle assistante dans un restaurant, et ben juste après, eh bien il y a toujours ce même endroit et on voit l'éditeur Ouais. avec son ancienne assistante qui était aussi sa maîtresse. Et il y a comme ça une espèce de chant contre chant très particulier et en même temps très beau. Et ça, c'est toute une première partie, comme si lui, d'ailleurs, et ça, on va le comprendre très vite, il a envie de vivre deux vies en même temps, deux réels en même temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Et c'est très, très beau. Alors, je ne sais pas comment fait en Song-soo, il a une magie, mais ça ne surprend pas, c'est pas brutal. Voilà, c'est ça, c'est pas brutal. C'est tout et c'est même limite cohérent dans sa
dans ce cheminement-là? Tout à fait. Bah, je vais rebondir sur deux choses. Déjà, cette idée de vivre, vouloir vivre deux vies à la fois. En fait, ce qui est très beau dans le film, je trouve, c'est que tout l'espace est un peu figuratif, c'est-à-dire va vraiment figurer un petit peu bon, les errements, les émotions que traverse le personnage. Et il y a justement ce plan où je crois il est en train de fumer, notamment voilà, dans cette série de séquences nocturnes que j'évoquais. Et là, en fait, il va s'arrêter en face d'une route et c'est une autoroute à double voie, quoi, en fait. Et la caméra, une fois même qu'il est parti, reste comme ça quelques secondes. Le plan dure sur ces deux voies et en effet, on ne peut pas s'empêcher à ce moment-là de penser, voilà, il y a deux voies qui s'offrent à lui, sa maîtresse d'un côté, sa femme peut-être de l'autre. Et il y a plein de petits endroits dans le film où l'espace comme ça vient raconter quelque chose de ce que traverse le personnage. Et alors peut-être sur cette question du glissement, bah justement, notamment cette scène du restaurant, en effet, où on le voit avec Haroum, puis ensuite on le voit à l'extérieur fumer une cigarette. Et dans le plan suivant, on le voit à l'intérieur, mais avec son amante Sang-suk. Il y a comme ça aussi dans le film plusieurs fois l'idée que euh, le personnage interprété par Kim Min-hee, Harum viendrait se substituer un peu, serait un petit peu une figure de substitution à son amante. On le voit à ce moment-là et on le voit aussi, je pense, je crois que c'est plutôt dans le film. Euh, pardon, Harum et Bongwan viennent de s'entretenir ensemble, viennent d'avoir un premier entretien. On a un zoom sur le personnage de Bongwan qui regarde Harum partir. Voilà, elle sort à l'extérieur. Et le plan suivant, c'est une porte qui s'ouvre et Chang-soo qui entre, alors qu'à ce moment-là, on s'attend finalement dans la suite logique des choses à voir voilà, Harum dans cette idée de raccord regard. Et finalement, c'est une femme qui se substitue à l'autre, quoi, en fait. Et c'est ce qui fait peut-être que justement voilà, cette histoire de tromperie, etc., est assez originale dans le fond, c'est elle se double en fait d'une seconde couche en fait avec la présence d'Haroun justement. C'est pas un simple trio, voilà, c'est une sorte de quatuor, ou du moins c'est un triangle qui ne cesse d'évoluer, de se modifier, et ça c'est plutôt assez inventif je trouve, de sa part, même narrativement, je veux dire. Est-ce que la force de ce personnage Haroum qui, comment dire, est d'abord, il y a d'abord une confusion, c'est que la femme de l'éditeur pense que c'est elle la maîtresse, alors que c'est pas du tout. D'ailleurs, il y a une scène extrêmement violente où d'ailleurs elles en viennent aux mains, je crois de mémoire, c'est assez rare dans le cinéma d'Ang Song-soo. Ça crie Ouais. beaucoup, ça parle beaucoup, ça hurle, ça même, on va dire, ça gueule dessus, mais c'est très très rare qu'ils en viennent aux mains. On va peut-être en parler de ce moment-là, mais, mais le fait aussi que Ang Song-soo dessine ce personnage féminin en lui donnant aussi quelque chose qui est assez particulier, elle croit en Dieu. Oui, Et c'est important. D'ailleurs, la fin se termine pratiquement là sur ça aussi, sur une prière qu'elle fait après avoir découvert la neige. Bah, il y a toujours ouais, la non, neige chez magnifique Song-soo, d'ailleurs. c'est important. Mais voilà, bon, je me tais, mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Non, mais je trouve ça très beau, vraiment, enfin, cette scène, la croyance qu'a ce personnage, je crois que c'est quelque chose qui est présent dans les. Bon, alors vraiment, ouais, même dans le tout dernier film de Hong Sang-soo, si on y pense bien, dans Hellwater, il y a cette question des fantômes. Il y a toujours un peu cette question de présence, comme ça, un petit peu invisible, un petit peu impalpable, qui habite un petit peu son cinéma. Il y avait même aussi assez récemment c'était dans World Cup, le personnage qui avait comme ça une vision de Dieu qui lui serait apparu comme ça sur cette terrasse. Enfin voilà, les exemples sont assez nombreux. Il y avait des occurrences assez récentes. Parce que j'aime bien, c'est comme une sorte de. Enfin, finalement, je trouve que c'est pas tant la croyance en elle-même qu'un petit peu l'état dans lequel ça plonge le personnage, qui est un état d'émerveillement en fait. C'est un personnage, celui incarné par Kimberly, qui est dans la contemplation en fait perpétuelle. Voilà, elle s'émerveille quand elle arrive dans le restaurant, elle s'émerveille de la lumière
qui est au fond du restaurant, elle reste plantée là pendant 2 minutes devant un tableau où il y a de la neige. Quand il y a de la neige dehors, voilà, elle s'en émerveille aussi. Donc, je dirais que ça lui apporte un autre regard sur le monde et oui, une qualité de vision particulière, quoi, en fait. Et je pense, voilà, enrichir, en tout cas, vient enrichir son existence et qu'elle, voilà, qui rayonne un petit peu, bah, notamment sur la vie de ce personnage, Bongwan, qui va quand même, malgré tout, évoluer d'une certaine manière grâce à elle, en fait. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que autant elle peut être émerveillée par le monde, mais le discours qu'elle tient auprès de Bongwan, c'est que le réel, c'est une illusion, alors que lui dit, on peut pas, je l'ai noté parce que c'est très, on ne peut pas, alors c'est un éditeur quand même, on ne peut pas décrire le réel avec des mots. Il y a comme ça une courte conversation très, et on sent qu'elle est extrêmement intense et on sent que chez Hong Sang-soo, c'est très important. Et puis en même temps, comme n'importe, et comme toujours dans les films en Song-Soo, c'est qu'il y a, il y a généralement quelqu'un qui fait la morale à quelqu'un d'autre, ou alors deux personnes qui philosophent sur je ne sais quoi. Et puis le film va s'amuser à déconstruire tout ça. Et j'ai cette sensation-là de déconstruction, parce qu'elle est effectivement très émerveillée par le monde, mais en même temps, elle dit que c'est une illusion, le réel. Ouais. Bah, je crois que de toute manière, ce qui intéresse peut-être un petit peu Hong Sang-soo, au-delà vraiment du fond de la question dans cette scène-là, c'est aussi la dynamique dans laquelle ça met les personnages, quoi, en fait, qui toujours dans ces films, enfin, voilà, les configurations ne cessent de se modifier. On a des personnages qui se rapprochent à un moment donné, qui vont s'éloigner à un autre. Voilà, les forces en présence sont comme ça en perpétuelle métamorphose. Donc peut-être ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est aussi de les placer un petit peu en confrontation, de voilà, faire s'entrechoquer un petit peu leur discours. Après, il y a la question des rapports hommes-femmes aussi qui est assez présente dans ce cinéma. Et d'ailleurs, cette scène se termine par une remarque complètement. C'est un peu Avril qui, on va dire, triomphe dans ce débat. Et en fait, il s'en sort par une sorte de pirouette du genre je pensais pas que vous étiez aussi intelligente, quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a peut-être aussi ça qui l'intéresse à ce moment-là. Après, je pense qu'il y a, bah, c'est ce que signifie son prénom, et Arum, c'est donc la beauté. Je pense qu'il y trouve aussi une forme de beauté particulière, voilà, dans cette forme de croyance, comme j'évoquais, d'émerveillement qui est assez enfantin. Enfin, voilà, elle a des traits comme ça, très, très, très enfantins. Ça me rappelle une forme de, oui, d'éveil comme ça par rapport au monde. Que je pense qu'il incarne beaucoup dans son cinéma et c'en est une des manifestations peut-être, voilà, cette forme de croyance au final. Il y a dans ce film un aspect qui est, me concernant, aussi important que déstabilisant, c'est que, comment dire, les sentiments chez ces personnages, ils vont jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, ils dépassent même les limites. C'est-à-dire, je vais vous donner deux, trois exemples. L'épouse qui malheureusement enfin son mari est la trompe, elle va dans ce bureau, elle croit que Harum est la maîtresse de son mari, elle va jusqu'au bout de ce qu'elle a envie de faire, c'est-à-dire elle va la violenter. Ensuite, il y a la véritable maîtresse qui, dans un flashback, on imagine, discute avec Bongwan au restaurant et elle lui dit: tu es un lâche. Et, elle finit par exploser, elle est en pleurs, elle hurle, elle est c'est très, c'est une sens, c'est autant ce qu'elle vit, c'est horrible. Nous, spectateurs et spectatrices, c'est très compliqué aussi. Ils vont jusqu'au bout. Lui, à deux reprises, il a des moments où il pleure aussi. Il est dans même à un moment, sa maîtresse un peu plus tard lui demande: mais pourquoi tu pleures? Puis j'avais aussi un quatrième exemple dont je me souviens plus, mais voilà, ça va vraiment jusqu'au bout. Et j'ai rarement vu ça dans un film dont Song-soo, voire même peut-être jamais. Je crois que c'était la première fois. Ça, je suis d'accord, c'est vraiment. Alors peut-être ça a participé, ouais, au souvenir que j'avais du film qui était très particulier. Je trouve ces moments en effet extrêmement étonnants, mais y compris
à vivre en tant que spectateur, spectatrice. On hésite en fait entre un petit peu le ridicule d'un côté parce que ça semble Ouais. tellement exagéré en fait. Voilà, un coup de zoom sur un visage en pleurs, effectivement, les hurlements, la mort, les larmes, et puis toujours cette ritournelle mélancolique en fait en fond qui vraiment insiste quoi en fait sur le côté dramatique de la situation. Avec, on sent presque une pointe un petit peu comme ça, quelque chose qui pourrait être une forme d'ironie. En même temps, voilà, un niveau très premier degré, en même temps, on est tout à fait touché par ce qui arrive à ces personnages. C'est vrai que ça nous place dans des sentiments très particuliers que, je sais pas, en fait, j'analyserais peut-être par le regard, on va dire, un peu d'entomologiste, quoi, de on s'en fout, qui en Ouais. fait est un peu comme dans un qui est en train d'observer un petit peu en fait le genre humain. Et ce qui est amusant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une scène, un fameux encore flashback au début de son travail. Room, on la voit sur l'ordinateur, elle est en train de lire un manuscrit et elle lit à un moment donné des citations, voilà, extraits du manuscrit qui dit quelque chose comme c'est un art qui s'amuse à voilà, ausculter le genre humain afin d'en comprendre, voilà, de comprendre la nature humaine, etc. Et en fait, clairement, c'est le cinéma de Hong Sang-soo. Voilà, à ce moment-là, c'est ce qu'on se dit, quoi. Et donc, il y a peut-être dans ces moments de grande exagération, on va dire, la marque, peut-être, je regarde un petit peu distancié de Hong Sang-soo qui serait comme ça en train de regarder avec un regard tendre à la fois, mais en même temps peut-être une forme de distance. Voilà, les humains, les personnages humains qui nous présentent. Quoi. Une question qui va peut-être vous, qui va peut-être vous déstabiliser, mais dites-moi, l'éditeur, vous le trouvez comment? Pathétique? Grotesque? Ou les deux? Bah, les deux, ouais, je crois que c'est foncièrement les deux. Il est même presque un petit peu touchant. Il est pathétique, C'est ça, voilà. mais assez touchant. Je crois qu'on ne peut pas s'empêcher oui, de ressentir de l'empathie pour lui, tout en le trouvant complètement catastrophique, malgré tout, même si c'est lui qui se met voilà, dans la situation dans laquelle il est. On le sent bien dans une forme de détresse. Il y a tous ces plans, je parlais tout à l'heure de l'espace qui figure un petit peu ce que traverse le personnage. Il y a plein de plans comme ça qui semblent dessiner un peu des tunnels autour du personnage. Et voilà, il court le long du navire. Et tous ces plans, il y a une Mmh. grande profondeur de champ. Même il y a un moment donné, ils s'enfoncent d'ailleurs littéralement dans un tunnel. On a l'impression que pendant le film, il est toujours comme ça, en fait, dans un long tunnel, donc il n'arriverait pas à voir le bout. Et quand bien même, voilà, c'est peut-être lui qui s'y est placé. Voilà, on peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine empathie, quoi, par rapport à ça. Puis il y a toujours un petit peu cet humour, on dit, mais qui nous fait sourire, en fait, aussi. Je sais pas, ça passe par exemple quand Bongwan demande à Room de le tutoyer, de l'appeler patron et qu'elle propose de l'appeler président, ce qui est complètement, c'est tellement haut en fait que c'en est absurde et que c'est ridicule et voilà ce genre de choses en fait qui nous font sourire quoi, qui nous empêchent un petit peu comme ça de complètement détester le personnage quoi, parce que c'est pas, il n'y a pas cet esprit de sérieux quoi en fait. Et puis la conscience, un personnage qui a quand même plutôt conscience de sa propre lâcheté. Il y a cette scène où, justement, dans un tunnel, quand il est avec son amante et qu'il lui dit quelque chose comme voilà, t'as été une très belle personne, voilà, t'es un type admirable, quoi, et que lui se marre, quoi, en fait, l'air de dire, mais pas du tout, quoi, c'est pas du tout, je suis qu'un lâche, en fait. Et ça revient à d'autres moments comme ça, qu'il manifeste une espèce de conscience, quoi, de sa propre lâcheté, ce qui le rend peut-être un peu plus pardonnable, quoi. Quand Haroum, dans ce restaurant, lui parle de l'illusion du réel, ça me rappelle 2 très, très, très belles séquences, un peu plus tard, heu, après que la femme de l'éditeur ait, violenté, Haroum et qu'ensuite, il y a eu une réunion à 3 où il lui explique, à sa manière qu'elle n'est pas sa maîtresse et que sa maîtresse n'est plus là, elle est partie, elle est à l'étranger, et cetera, et cetera. Et elle finit par les croire, discrètement, mais elle finit par les croire et elle sort
de la maison d'édition. Et c'est très très beau Ouais. parce que elle est dans l'ombre, son visage, c'est en plein jour, mais son visage est dans l'ombre. Et puis d'un seul coup, elle rentre dans la lumière et elle tourne et la caméra panote et la caméra ne la suit pas, mais en tout cas, on la voit s'éloigner. Et le plan suivant, c'est de nuit, c'est la maîtresse qui revient et qui va vers la maison d'édition, qui est allumée. En tout cas, on croit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, mais il n'y a personne parce que la porte est fermée et elle repart dans l'ombre. Et je ne pense pas qu'à ce moment-là, Hong Sang-soo dit celle qui a participé à l'infidélité va dans l'ombre. Et non, je ne pense pas qu'il y ait dans ce côté moralisateur. Je pense qu'à mon avis, le point commun qu'elles ont, ces deux femmes, c'est que ce Bong-wan, finalement, c'est lui l'illusion du réel. Et elles, ces deux-là, elles existent et elles continuent d'exister. Et je trouve ça très beau finalement. C'est vrai que c'est très beau. Et alors, si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou pas, mais ce qui est en plus rigolo, c'est toujours de regarder un peu les marques aussi de la signalisation dans ces films. Et il me semble qu'à ce moment-là, en fait, quand la femme sort, il y a une flèche qui indique la sortie, voilà, au niveau de la rue. Et en fait, quand c'est l'amant qui rentre, la flèche a changé. En fait, elle indique d'aller vers en fait, le bureau. Mmh. Enfin, il y a comme ça une espèce de circulation de sens des affects qui est aussi parlant à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est très beau la manière dont il fait durer ses plans au-delà en fait voilà, du départ d'un personnage. Je trouve que c'est toujours très beau, y compris dans ce film, la manière dont les plans durent, quoi. En effet. Avec le recul, finalement, de ce film, qu'est-ce que vous en tirez finalement de ce film-là, de ce 20e film pour vous? Parce qu'on dit souvent qu'en Sang-soo, dans chacun de ses films, il aime bien expérimenter les choses. Il aime bien, seul le cinéma existe, quoi. Seul le cinéma est. Et donc, il expérimente le dernier en date que nous connaissons, le dernier qui est sorti en France, hein, j'entends bien, parce qu'il y en a eu d'autres après, il y en a d'autres qui va. C'est In Water, et donc, bon, bah, le filmage est flou, encore que le flou a déjà été utilisé dans les films en Sang-soo, que cela soit frontalement ou alors de manière métaphorique, on va dire ça comme ça. Et donc, pour ce film-là, ce serait quoi, selon vous? Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile de répondre. Je sais pas tellement parfois si c'est à l'échelle des films. Même parfois, oui. Parfois, j'ai plutôt l'impression que peut-être c'est à l'échelle d'une forme de période ou que c'est sur plusieurs films parfois. Non, j'ai l'impression que ce film-ci, il travaille quand même peut-être une forme de complexité, on va dire, là où peut-être les films plus récents sont toujours plus vers l'épure et voilà, vers une structure comme ça, un petit peu à l'os, c'est là où il travaille encore sur une forme de confusion, etc. Moi, peut-être, je ressors de ce que j'ai dit tout à l'heure sur ces moments vraiment étonnants parce que sur le en dessous, il y a toujours de toute manière cette espèce d'équilibre et de balance voilà, dans le ton entre quelque chose de bon, très. Voilà, on a parlé d'humour tout à l'heure et en même temps toutes ces ritournelles, mélancoliques, voilà. Hmm. Et tout ça et la manière dont ça se mélange, là, notamment avec cette exagération qu'on a évoquée, je crois en effet que c'est assez particulier à ce film-là, oui. Alors je rappelle, hein, le jour d'après, c'est le 20e film de Hong Sang-soo et c'est Chloé Cavillier qui est là pour nous en parler. Une dernière question. Euh, il y a aussi quelque chose qui est assez... Enfin, il faut en parler tellement que c'est rare. Chez Hong Sang-soo, souvent, il y a comme ça une manière de rythmer la mise en scène par le prisme soit d'un rêve ou d'un cauchemar ou je ne sais quoi d'autre. Et dans ce film, c'est très étrange parce que si je me trompe pas, je ne pense pas qu'il y ait Mm. ce rapport au rêve. Il y a les répétitions, mais en même temps, les répétitions, elles sont quand même, c'est différent. Elles sont traitées vraiment différemment. Et c'est pour ça que je pense que ce film est vraiment très particulier. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il a fait un film normal. Je ne sais pas comment vous en venir. C'est peut-être parce que j'ai vraiment voilà, je trouve que le film est magnifique. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, Mm. beaucoup ce film. Et en même temps, je trouve que il a un rapport pour le coup très classique, sens élégant du terme,
de cette histoire, de ce schéma narratif, de ce cinéma-là. Et, et voilà, c'est pas forcément une question, c'est un constat. C'est pour ça que ce film, je le trouve extrêmement atypique. Alors, c'est peut-être, disons que ça s'incarne peut-être d'une manière différente, peut-être plus dans les plis, mais sur cette question justement de rapport au rêve, un petit peu à l'imaginaire, au cauchemar, mais il y a quelque chose qui, à un moment donné, mais qui est extrêmement subtil dans le film. C'est pour ça que je parle de, voilà, vraiment de, genre de grands détails. Il y a cette scène où donc le film démarre, c'est le matin, il y a cette confrontation avec sa femme qui veut le pousser comme ça à admettre qu'il ne lui est pas fidèle. Et puis on le voit, donc on ne sait pas si c'est dans la continuité ou pas, mais on imagine à ce moment-là sortir de chez lui le matin dans la rue, il fait noir. Et là, on entend une voix. Quelqu'un l'appelle et lui dit Ah oui, chérie. c'est vrai, Voilà, chérie. c'est ça. Et en fait, voilà, la manière dont c'est traité dans le son, voilà, c'est vraiment une sorte d'écho comme ça. C'est une voix qui a un peu de consistance, mais en même temps pas tellement, pas suffisamment pour qu'on se dise voilà, que c'est une véritable voix, puis ça paraît pas réel, voilà, si elle l'appelle. En même temps une voix assez proche, assez lointaine, c'est assez étonnant. Et avec son expression à lui, on sent bien qu'il doute en fait de la réalité de cette voix. Et en effet, on ne saura jamais. Est-ce que c'est lui qui entend l'appeler? Est-ce que c'est une réminiscence? Est-ce que voilà, est-ce que c'est du réel? Est-ce que c'est de l'imaginaire? C'est simplement une réplique, voilà. Mais je crois que ça se loge peut-être dans le film, à cet endroit-là qui est extrêmement bref et qui est extrêmement furtif et que je trouve très beau, quoi. En fait, C'est vrai, vous marquez un point. J'avais complètement oublié ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un moment assez fulgurant et ça dénote de quelque chose. Le jour d'après, c'est le 20e film de Hong Sang-soo, comme tous les autres, comme tous les films de Hong Sang-soo, disponible en DVD, Blu-ray, voire même sur les plateformes VOD. Je vous invite à aller regarder ce film. Et aujourd'hui, c'était Chloé Cavillier qui était là pour nous en parler. Je la remercie énormément. Merci beaucoup, Chloé. merci beaucoup. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony